Bienvenue dans Impact, l'émission de Mediatico qui redonne du sens à l'économie avec cette première émission en France dédiée à l'économie sociale et solidaire. Vous savez d'ailleurs que vous pouvez adhérer pour 5 € par mois pour soutenir le développement de Mediatico et notre indépendance. En tous les cas, aujourd'hui, ici au Grand Voisin, on vous propose une émission spéciale sur l'économie sociale et solidaire et les élections municipales. Parce qu'en ce moment, on a pas mal d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont en campagne électorale. Ils ne visent pas les mêmes territoires, ils ne visent pas non plus les mêmes responsabilités, ils ne sont parfois même pas dans les mêmes partis et ça c'est plutôt intéressant. Alors pourquoi est-ce que ces acteurs de terrain franchissent le pas de l'engagement politique? Est-ce qu'ils auront les leviers suffisants pour agir s'ils sont élus ou seront-ils déçus par la politique? Eh bien on va en parler dans quelques minutes avec Antoinette Guhl. Elle est adjointe à Anne Hidalgo en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire. Elle veut devenir maire du 20e arrondissement de Paris. Et puis on verra aussi sur notre table ronde, en marge de cette émission, quelles sont les motivations d'Éric Pliez, le patron de l'association Aurore, qui est concurrent d'Antoinette Guhl dans le 20e arrondissement. On entendra François Dechy, qui a fondé le traiteur d'insertion Baluchon, et lui, il s'engage à Romainville. Ce qui est sûr, c'est que tous partagent une vision commune de l'avenir, de la société et de l'économie qui doit vraiment reprendre tout son sens. Écoutez à ce propos ce que fait le producteur local dans le 20e arrondissement de Paris. On vous parle maintenant de coopérative et d'alimentation. Le producteur local, c'est le coup de cœur de Mediatico. Le producteur local, c'est une coopérative de producteurs, d'éleveurs, d'agriculteurs, d'artisans, tous situés dans un périmètre maximum de 150 km, qui ont voulu se réunir pour promouvoir une alimentation saine et locale et la commercialiser dans des zones urbaines. Aujourd'hui, le producteur local, c'est 5 coopératives sur le territoire normand et une en Île-de-France, et donc la première à Paris. Le but était que vraiment les producteurs récupèrent la main sur la gestion d'un magasin, récupèrent la main aussi sur la valorisation de leurs produits directement auprès d'une clientèle de ville ou de centre-ville ou périurbaine. La principale innovation du producteur local, c'est son modèle économique. Une coopérative dans laquelle les producteurs vendent directement. L'ensemble des ventes qui est réalisé est directement encaissé par le producteur. Ce qui fait qu'il récupère de la marge, ce qui lui permet de se développer. Et dans le même temps, on a un consommateur qui se retrouve à avoir un pouvoir d'achat préservé. Aujourd'hui, un client du producteur local trouvera dans son magasin uniquement des produits élevés, cultivés ou transformés à une distance de 65 km. Promouvoir l'alimentation saine et locale en défendant qu'il existe effectivement un patrimoine agricole et gastronomique local. Trouver du brie de Coulommiers, avoir du saucisson, de très bons cochons élevés à moins de 90 km de Paris, sans aller justement dans le sud-ouest pour récupérer du cochon noir. C'était vraiment une volonté de développer la gastronomie et l'agriculture locale. Premier objectif du producteur local, atteindre 1000 clients par semaine d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on a une fréquentation qui fait qu'on a 900 clients par semaine, donc on a une dernière marche à monter et je pense que les fêtes vont nous y aider. Deuxième objectif, aujourd'hui le producteur local Paris, c'est 45 producteurs sociétaires associés. C'est d'arriver d'ici la fin de l'année à monter à 50 producteurs sociétaires associés. Et puis enfin, tout simplement développer les ventes pour ces producteurs en développant de plus en plus un réseau de professionnels et pourquoi pas un réseau de professionnels publics. Par exemple, on pourrait essayer d'intégrer et de se faire référencer dans les cantines scolaires du 20e arrondissement. Voilà le producteur local qui est l'un des 12 lauréats des trophées parisiens de l'économie sociale et solidaire. Et parce que le rôle d'une municipalité, c'est justement de soutenir les projets locaux, souvent portés par des habitants, qui sont utiles à leur territoire et qui sont de vraies réponses économiques, sociales et environnementales aux problèmes d'aujourd'hui, je vous emmène maintenant retrouver notre invité à la lingerie des Grands Voisins. Et en présence des lecteurs de Mediatico qui nous ont rejoints ici à la lingerie des Grands Voisins, nous recevons maintenant Antoinette Guhl. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes adjointe à Anne Hidalgo depuis 6 ans, en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale, de l'économie circulaire. C'est un secteur que vous connaissez très bien parce que vous avez contribué il y a 10 ans à la création de Rejouer, une ressourcerie spécialisée dans le jouet. Et aujourd'hui, vous êtes candidate Europe Écologie Les Verts pour devenir maire du 20e arrondissement.
face d'ailleurs au candidat de Paris en commun, la liste conduite par Anne Hidalgo. Est-ce qu'on fait, Antoinette, une campagne différente quand on est un acteur de l'économie sociale et solidaire ? Ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'écologiste, on fait une campagne différente. Et on fait non seulement une campagne différente, mais c'est aussi une manière de penser différemment l'ensemble des activités d'une municipalité et l'ensemble des activités politiques. C'est-à-dire de les penser avec une vision qui est une vision d'avenir, qui est la vision de la société vers laquelle on veut aller. Et cette vision de la société, eh bien forcément, elle est impactée par les urgences. Et deux urgences. La première d'entre elles, évidemment, que vous n'ignorez pas ici, qui est l'urgence climatique, qui, pour moi, écologiste, est très importante et qui va aussi impacter la manière dont on fait de l'économie sociale et solidaire. Et la deuxième urgence, bien sûr, c'est l'urgence sociale. Et face à ces deux urgences, on est dans l'obligation de créer un système qui permette d'avoir une société qui est une société apaisée et une société qui réponde à ces deux grands défis. L'ESS, c'est quoi au fond ? L'ESS, c'est de répondre de manière innovante aux nouveaux besoins qui se présentent, ou en tout cas aux besoins auxquels le système ne répond pas. C'est ça l'ESS, c'est d'aller se nicher dans les failles du système pour y apporter des réponses innovantes. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on imagine, l'ESS est une économie qui est très moderne. On a souvent l'impression que c'est une économie un peu poussiéreuse, etc. En fait, pas du tout. C'est là où s'invente l'économie de demain. Parce que les coopératives remontent au 19e siècle, au fond. Elles remontent au 19e siècle, mais elles répondent aujourd'hui à des problématiques qui sont nouvelles. Et on peut regarder dans les nouveaux acteurs de l'ESS aujourd'hui présents, et en particulier à Paris, on a effectivement cette prédominance de personnes qui vont aller répondre, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la grande distribution, que ce soit aussi dans la culture, que ce soit dans le recyclage, etc., à des nouvelles préoccupations des habitants et à une nouvelle manière de faire société. Donc, effectivement, la réponse est là, c'est-à-dire qu'on a là les solutions aux plus grands défis que nous avons à nous poser aujourd'hui. Alors, dans le 20e arrondissement, oui, dont vous voulez devenir maire, oui, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? J'étais, pas plus tard qu'avant-hier, auprès de la Fédération des commerçants de France. Alors là, on se dit, bon, ça, on n'est pas forcément tout à fait dans l'ESS. De prime abord, on pourrait imaginer qu'on n'est pas tout à fait dans l'ESS. Et pourtant, la réponse à apporter aux besoins des commerçants, en fait, c'est quoi ? Ils ont besoin qu'on ait des comités locaux et de leurs propres propositions. En fait, ils ont envie que nous créions des SIC par arrondissement, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif, pour pouvoir répondre aux problématiques du petit commerce en lien avec les institutions, en lien avec les citoyens. Et donc vous voyez, sur un sujet qu'aujourd'hui on pourrait penser différent de celui de l'ESS, qui ne l'est pas du tout, eh bien l'ESS est une solution. Donc ça, c'est une première réponse. Je vais prendre une deuxième réponse qui est là aussi, qui a pris racine, j'allais dire, au cours du mandat précédent, et qui est la question de la distribution alimentaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la grande distribution alimentaire en disant non mais c'est pas possible, c'est un système qui nous amène vers de l'alimentation de mauvaise qualité, de l'alimentation qui est beaucoup trop chère lorsqu'elle est de bonne qualité, avec des marges dont on entend parler toujours. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui se développent dans l'économie sociale et solidaire avec les coopératives alimentaires. Il y en a une dans le 18e à laquelle on a participé, qui est la Louve. Il y en a une dans le 11e qui s'appelle les 400 COP, une autre dans le 13e qui vient d'ouvrir, et une autre dans le 20e qui est en gestation. Eh bien, justement, moi je pense qu'on a là une manière de faire commerce différemment, en associant à la fois les citoyens, en les faisant devenir acteurs de leur propre consommation sur un sujet qui est extrêmement important, qui est l'alimentation. Dans le 20e arrondissement, s'est installé le producteur local, qui est le premier magasin de producteurs de Paris. C'est-à-dire que les producteurs vendent directement, c'est une coopérative de producteurs qui vend directement aux particuliers et qui en fait vendent sans marge. Enfin, la partie distribution ne génère pas de marge, et donc on est là dans une vente directe qui permet d'avoir des bons produits à petit prix. Et lorsqu'on les a interviewés, le producteur local, ils nous ont dit, nous, ce qu'on aimerait bien un jour, c'est fournir les cantines scolaires du 20e arrondissement. Si vous êtes maire,
Vous allez le faire ? La question des cantines scolaires, et vous le savez, on a nous, écologistes, toujours milité sur le bio dans les cantines. Depuis 2001, moi je pense à Jacques Boutot, qui a été maire du 2e arrondissement et qui depuis 2001 intègre le bio dans les cantines pour avoir aujourd'hui plus de 90% de bio qui est servi dans les cantines du 2e. Donc ça veut dire que c'est possible. Il y a un autre aspect, et c'est la question de la vente directe et de la production, enfin de la production et de la vente directe. Et ça, effectivement, c'est un pas qu'il faut franchir et sur lequel il y a un grand travail à faire, mais qu'il faut qu'on fasse. Est-ce que et c'est qui un non sujet... seulement répond à la demande des Parisiennes et des Parisiens et des enfants, qui répond à une question d'égalité, puisque quand on mange bien, ça permet à tous les enfants de bien manger, de manger bio, de manger local, mais qui répond aussi à une question de solidarité des territoires. Et Paris a le devoir, en fait, d'être solidaire des territoires, et en particulier des territoires ruraux. Et donc, en menant une politique de ce type-là, qui est une politique basée sur l'économie sociale et solidaire, ben vous voyez, c'est toute l'égalité des territoires aussi qui s'en trouve renforcée. C'est aussi une autre solidarité avec les campagnes qu'on est capable de mettre en place. Et je crois, en fait, que c'est de notre responsabilité aussi de capitale parisienne que de mettre en place ce type d'initiative. Ça relève des pouvoirs d'un maire d'arrondissement ou de l'hôtel de ville ? Ça relève des pouvoirs d'un maire d'arrondissement en ce qui concerne les cantines scolaires, puisqu'en fait c'est le maire d'arrondissement qui est en charge des caisses des écoles. Comment, Antoinette Guhl, est-ce que vous avez vu Paris se transformer au fil des ans avec l'économie sociale et solidaire ? Par un foisonnement très net des initiatives d'économie sociale et solidaire ces dernières années. On le voit par rapport à l'ensemble des appels à projets, par rapport au nombre de structures qui se créent. Donc c'est là aussi un maillage du territoire qui est assez exceptionnel, mais c'est aussi par tous les réseaux qui existent à Paris. Et au-delà de Paris, on pourrait même dire dans le Grand Paris, que ce soit sur les scopes, les réseaux d'accompagnement, etc., qui permettent en fait à ces structures d'économie sociale et solidaire de s'installer, de se développer et de fournir en fait un autre modèle de société. Alors vous nous parliez de l'importance des réseaux. Il y en a un qui est particulièrement important à Paris que vous avez porté, c'est le réseau des canaux. C'est une structure d'accompagnement, c'est une structure de formation, c'est une structure qui impulse. Oui, c'est tout ça à la fois. Alors je ne voudrais pas utiliser qu'un seul terme pour déterminer ce que c'est, mais moi je sais que j'avais cette volonté initiale de dire qu'il fallait que ce soit un lieu qui montre en fait à la fois la modernité et la beauté de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Je voulais en fait qu'on ait la démonstration de visu que cette économie était une économie moderne qui répondait à des vraies problématiques, mais qui aussi était une économie qui rendait des choses belles. Parce que c'est important quand on parle... À l'intérieur des locaux des canaux, effectivement, il y a énormément de produits qui sont recyclés et en même temps très artistiques. Et aussi très artistiques, parce que cette économie sociale et solidaire ou cette économie circulaire, elle est aussi facteur de créativité et donc elle génère de très très belles productions. C'est aussi le modèle de société qu'on a envie d'avoir et que permet l'économie sociale et solidaire. C'est à la fois un nouvel humanisme, mais c'est aussi une relation au sens, une relation au bonheur, une relation à l'autre qui est différente. Et donc c'est tout ça qu'on a voulu montrer et qui aujourd'hui peut être incarné par ce lieu. Alors c'est en effet la question de la pérennité des canaux qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que je me souviens très bien de l'existence de l'atelier d'Île-de-France qui était financé en grande partie par les crédits du Conseil régional et lorsqu'il y a eu un changement de majorité régionale, l'atelier d'Île-de-France a disparu. Les canaux sont arrivés, tant mieux, mais quelle est la pérennité à court terme des canaux ? Vous faites bien de rappeler cet élément-là. Avec l'arrivée de Valérie Pécresse à la région, l'atelier, qui était un très beau centre de ressources de l'économie sociale et solidaire, en fait, a été purement et simplement fermé parce que c'était à la fois une structure qui dépendait du Conseil régional et qui était financée par le Conseil régional. Et moi, j'ai pas voulu faire ça quand on a créé les canaux. Moi, j'ai voulu qu'on crée une association indépendante parce que je voulais que, quoi qu'il se passe au niveau politique, eh bien, cette structure, j'allais dire, puisse dépasser le temps du mandat politique. Pour l'atelier, on était bien là dans une problématique quasiment d'égo politique. Personne ne réfutait
le bien fondé de cette structure, l'utilité de cette structure, et pourtant elle a été fermée. Donc l'idée était effectivement de donner une forme d'autonomie pour qu'on puisse dépasser l'échelle des mandats. Alors Antoine Gull, j'ai envie de vous demander pourquoi vous vous lancez à la conquête de la mairie du 20e arrondissement, mais avant d'entendre votre réponse, je vous propose d'écouter la motivation de quelques autres acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont venus nous raconter pourquoi ils s'engagent en politique. Je suis un éducateur spécialisé qui, au fil des années, est devenu directeur d'association. L'association Aurore, donc je suis encore le directeur, même si je suis en retrait depuis quelques longues semaines maintenant. Aurore, c'est une association qui aujourd'hui accueille 40 000 personnes par an, qui a 2000 salariés. Et donc je crois que nous sommes engagés en politique. Je crois que nos parcours, c'est les parcours de gens qui sont engagés en politique. Et donc pour moi, c'est une façon de prolonger mon action. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que je crois que aujourd'hui, et pourquoi une liste municipale, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser le global sans penser le local. Et ça aussi, ça rejoint des choses qu'on fait localement. Cet engagement qu'on peut avoir dans la politique, il est très important dans ce moment où le monde est menacé d'un point de vue environnemental, mais aussi menacé par les populistes, on dirait, moi je dirais les fascistes, qui aujourd'hui ont tendance à prendre la main. Et donc je pense qu'il faut agir à ce niveau-là également. C'est pas du tout une rupture, hein, l'engagement en politique. Il y a un bouquin là, du président de la Maïf qui dit l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne le sera pas. Nous, c'est vrai qu'on est engagé dans des entreprises qui assument leur dimension politique au sens, utiliser l'activité économique, utiliser nos parcours d'insertion comme un moyen de transformer la société. Donc, pour moi, c'est le prolongement. Ensuite, il y a un contexte particulier en 2020. C'est effectivement, on est face à la crise climatique, on est face à la crise démocratique, on est face à des crises sociales. Et donc, l'ESS, pour un certain nombre d'acteurs, apparaît comme une valeur refuge, comme des solutions possibles. Et de fait, moi je suis convaincu depuis longtemps qu'il y a un certain nombre de recettes qu'on a mis en œuvre dans notre secteur qui peuvent s'appliquer facilement à l'échelle locale. Et vous, Antoinette Gull, qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi vous y allez à la conquête de cette mairie du 20e arrondissement? Parce que sans doute le plus beau mandat qui existe, c'est le mandat de proximité et c'est le mandat d'élu local. Donc ça, moi, j'en suis persuadée. J'en suis d'autant plus persuadée si on fait le lien avec l'économie sociale et solidaire qu'en fait, c'est un mandat qui est un mandat de terrain, à proximité des habitants, à proximité des structures. Et c'est aussi un mandat qui permet de changer le quotidien des gens. Et moi, j'y suis très attachée à cette question de proximité. Le deuxième élément, c'est la question d'urgence écologique. Je pense qu'aujourd'hui et dans la décennie à venir, on a cet enjeu qui est absolument indispensable, que nous devons relever, qui est l'enjeu écologique. Et donc je pense que nous devons, coûte que coûte, mener ce combat dans la décennie à venir avant qu'il ne soit trop tard. Alors les objectifs, ils sont clairs et ils sont essentiels. En revanche, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est difficile de créer une entreprise, de poursuivre ces objectifs et ces défis à relever chaque jour finalement. Comment est-ce qu'on va faire pour les aider à se développer davantage? Alors moi je pense que c'est effectivement le rôle de la municipalité et des municipalités de le faire en créant en fait des contrats locaux avec ces structures d'économie sociale et solidaire pour répondre en fait à ces différents besoins. Je m'explique. Chaque structure d'économie sociale et solidaire, souvent, elle ne joue pas qu'un rôle commercial, bien entendu, vous l'imaginez, si vous êtes là, c'est que vous le savez, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle d'intérêt général, et donc qu'elle fait en partie une mission qui serait une mission attribuable aux municipalités. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir des contrats qui nous lient, qui permettent aux structures de pouvoir évoluer, de pouvoir continuer leur activité, tout en rendant le service municipal d'intérêt général qu'elles rendent en accord avec la municipalité. Et donc c'est ce travail-là qui est à faire, c'est-à-dire de repositionner correctement cette économie très particulière
d'économie sociale et solidaire dans son lien avec l'intérêt général. Et moi, il me semble que là, nous avons, nous, politiques, un levier qui est extrêmement fort pour pouvoir engager sur tout le territoire cette transition qu'on veut engager. Économiquement, ça passe par des subventions, ça passe par des marchés publics, ça passe par autre chose ? Je pense que ça passe à la fois par des subventions, par des marchés publics, mais aussi, et peut-être de manière, j'allais dire, plus fondamentale, avec le fait d'être intégré dans les politiques qui se mènent et qui sont en train d'être développées. Je prends un exemple. Si aujourd'hui on dit qu'on engage la transition alimentaire et qu'on veut créer des coopératives alimentaires partout dans Paris, eh bien oui, ça veut dire qu'il va falloir travailler avec tous les acteurs, mais il va falloir travailler avec ces acteurs lorsqu'ils seront 2, lorsqu'ils seront 5, lorsqu'ils seront 10, avant qu'ils deviennent 8000. C'est ce qui a été fait avec la Louve, et donc c'est cet accompagnement-là qui doit se faire main dans la main, parce que à la fin, nous aurons effectivement un objet d'intérêt général qui sera sur le territoire et qui pourra permettre de faire cette transition. Mais je prends l'exemple des ressourceries qu'on a lancées et que moi j'ai beaucoup accompagné au cours du dernier mandat, qui pour moi était important parce qu'on était là dans l'objectif du zéro déchet. Ces ressourceries, eh bien, elles jouent un rôle dans la réduction des déchets, elles jouent un rôle dans le fait d'installer une autre consommation, elles jouent un rôle dans la limitation du gaspillage. Ben oui, elle participe d'une politique publique. Et donc faire en sorte qu'elle s'installe à Paris, faire en sorte qu'elle puisse avoir pignon sur rue, qu'elle puisse bénéficier aussi de fonds municipaux, ben oui, c'est normal, puisqu'en fait, elle participe du projet municipal et de la vision d'avenir qu'on porte pour la société. Et est-ce que vous pensez que l'économie sociale et solidaire peut devenir la norme à Paris dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Je pense qu'en fait, on peut faire en sorte qu'elle devienne la norme. Que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, elle peut devenir la norme. Souvenez-vous, moi, je vais vous dire, j'étais écolo il y a 20 ans, ça faisait rire tout le monde. Moi, je me souviens de mes repas de famille il y a 20 ans où ça faisait marrer tout le monde. On disait, ah ouais, toi, au fait, dis-moi, là, c'est quoi là ton histoire avec les producteurs, là, tu faisais comment ? Ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces changements-là sont rentrés dans les mœurs. Et aujourd'hui, on me dit, tu connaîtrais pas, toi, du circuit court, là, à proximité de chez moi ? Ben non, parce qu'en fait, j'habite pas dans ton quartier, j'habite pas dans ton coin. Donc, c'est pareil. Ça va être pareil pour l'économie sociale et solidaire. C'est que ce qui semblait avant être quelque chose de tout à fait marginal va devenir la norme parce qu'elle porte du sens, elle porte cette vision d'avenir, de la coopération, et que si elle est aidée par les politiques aujourd'hui qui la portent, eh bien oui, on réussira à faire en sorte qu'elle en soit la norme. Et Paris s'en retrouvera grandi parce que ce sera du coup une ville très particulière avec cette caractéristique à la fois de solidarité, de coopération. Alors si l'économie sociale et solidaire peut devenir un jour la norme, ou si on peut l'aider à aller vers ce chemin-là, comment est-ce que vous, Antoinette Guhl, vous regardez l'hybridation des modèles économiques portée en particulier par French Impact, cette bannière portée par le gouvernement actuel, portée par le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Ithier ? Moi, j'ai un petit problème avec la loi Pacte, je ne vous le cache pas, où en fait j'espérais, à un moment donné, bien avant qu'elle soit imaginée, qu'on puisse avoir une loi qui nous amène vers l'économie sociale et solidaire, qui amène en fait, qui amène des entreprises classiques à devenir des entreprises de l'ESS. Vous voyez, c'est comme l'agriculture biologique. Moi, je rêvais en fait d'avoir cette période de conversion où on se dit, bah, tiens, aujourd'hui, on est une entreprise classique et on va devenir une structure de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, en l'espace de 2 ou 3 ans, on a le chemin qu'il faut faire. Et en fait, la loi Pacte n'a pas du tout fait ça. Elle a fait à peu près tout le contraire. Elle a dit, bah, tiens, il y a des grandes entreprises qui font des trucs pas toujours très bien, mais qui sont en recherche de sens. Et puis, on va aller leur donner une petite étiquette, parce qu'elles aussi, elles ont le droit d'avoir une petite étiquette d'entreprise. Alors, on dit d'entreprise à mission. Et je trouve qu'on dévoie un peu ce qu'est l'économie sociale et solidaire, alors qu'il y a énormément de structures qui pourraient s'engager dans cette conversion, qui pourrait être une conversion à 2 ans, à 3 ans, pour pouvoir, in fine, arriver à ce que dans 10 ans, on puisse avoir une transformation de l'économie dans une économie solidaire. Alors comment est-ce que vous regardez du coup cette vague, cette vogue des entreprises à mission qui se développe petit à petit ? Je pense que les structures de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui sont très prisées.
et elles sont très prisées principalement par les grandes entreprises qui sont en recherche de sens parce qu'elles-mêmes ont perdu en fait dans leur mission, dans leur organisation, dans leur recherche de profit, elles ont perdu ce lien au sens. Et souvent, elles vont aller chercher des structures de l'économie sociale et solidaire en disant on va réinventer ce sens-là, on va essayer de comprendre, parce qu'elles se rendent bien compte, vous savez, si les jeunes, pour 50% d'entre eux, préfèrent aller travailler aujourd'hui dans une structure de l'ESS plutôt que dans un grand groupe, c'est pas tout à fait pareil. Il y a 20 ans, on n'était pas dans cette situation. Il y a 20 ans, au sortir des écoles de commerce, tout le monde préférait travailler dans un grand groupe que dans des petites structures. Aujourd'hui, les étudiants, pour 50%, préfèrent aller travailler dans l'ESS. Ça dit quelque chose de notre société qui est en train de changer. Ça dit quelque chose aussi de la consommation qui est en train de changer, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc on est en mutation, on est en période de mutation de notre société. Eh bien, les entreprises aussi doivent changer. Bonsoir madame, j'ai écouté vos propos, c'est pas mal, le programme est bien, mais j'ai juste une question en tant que porte-parole de tous les SDF de France et de Navarre, Emmaüs. Qu'est-ce que dans le 20e arrondissement, parce que la dernière fois que j'ai été à la porte de Bagnolet, c'est un peu votre secteur, j'ai vu quand même pas mal de monde qui dort dehors. Donc je m'inquiète un petit peu quand même. La question des SDF, elle se pose et elle se pose dans tout Paris. Moi, je trouve qu'on est là dans une forme d'indignité à laisser des gens dormir à la rue. Donc ça, c'est une situation qui, pour moi, n'est pas concevable. On a plusieurs structures Emmaüs qui sont présentes dans le 20e. Moi, je le sais pour les avoir accompagnés durant tout le mandat, pendant tout le mandat passé. Il y a aussi des centres et des centres d'hébergement qui permettent d'accueillir ces personnes à la rue. Eh bien, moi, je vous dis, il faut ouvrir beaucoup plus de places parce qu'il n'est pas possible d'accepter qu'il y ait des personnes à la rue. Et le deuxième élément que j'aimerais rajouter, c'est la question du mobilier urbain. Moi, je trouve qu'il est aujourd'hui inacceptable que dans les rues de Paris, il y ait du mobilier urbain qui soit fait contre les SDF. Je pense qu'une des premières mesures que je prendrai en étant maire du 20e, c'est de demander à ces structures d'enlever tous ces picots de l'espace public, parce que je trouve là aussi que c'est indigne de notre société. Bonjour, Hugo Parot, entreprise d'Elidej. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit juste avant sur les grandes entreprises qui font de plus en plus d'achats responsables. Je voulais savoir ce que vous comptiez faire à un niveau plus local pour encourager encore davantage les prises de position des grandes entreprises auprès des plus petits de l'ESS. Concrètement, ça, c'est vraiment du ressort de ceux qui lancent les marchés publics. Donc, c'est vraiment du ressort des élus. C'est-à-dire de ne pas sortir un marché public, et le RTES qui est présent le sait très bien, puisque c'est un réseau d'élus, de ne pas lancer un marché public qui ne fasse pas mention d'une politique d'insertion ou d'un pourcentage de personnel en insertion dans son marché, ce qui après, il y a une autre étape en réalité, si on veut être un peu technique, il y a une autre étape, c'est-à-dire qu'il faut avoir des organisations qui puissent permettre de faire le lien entre les structures d'insertion, les structures de l'économie sociale et solidaire et ces entreprises qui répondent au marché. Donc il faut tout ce chaînage, mais c'est non seulement tout à fait possible, c'est souhaitable et il faut le faire. Ma question porte sur l'économie circulaire. On dit l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, comme s'il n'y avait pas de lien entre les deux. Or, pour moi, l'économie circulaire a sa racine dans l'économie sociale et solidaire, même si ça a été récupéré par les grands groupes, finalement, qui ont récupéré cette idée et qui, maintenant, travaillent beaucoup sur cette idée. Donc, est-ce qu'on peut plus communiquer sur cette idée que, finalement, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont innové sur l'économie, et ce n'est pas séparé, enfin, ça va ensemble. Ah oui. Moi qui ai eu cette double délégation, à la fois à l'économie circulaire et à l'économie sociale et solidaire, j'ai été très attentive à cela. Très attentive au fait de dire que ces structures qui ont innové il y a 30 ans, je pense à Envie par exemple, qui est une structure ou à Emmaüs, qui a 30 ans, 50 ans, ont inventé en fait les bases de l'économie circulaire. Eh bien oui, moi je pense que ces pionniers doivent aujourd'hui être reconnus pour avoir fait ça. Et que si on veut développer une nouvelle économie, cette économie circulaire dont on parle, eh bien rendons-la vertueuse et développons-la sous une forme d'économie sociale et solidaire.
Merci beaucoup, Antoinette Gull, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Mediatico. On vous souhaite une belle campagne, ainsi qu'à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont engagés et qu'on va retrouver dans quelques instants. On jette maintenant un coup d'œil à l'agenda de l'économie sociale et solidaire. Les rendez-vous à ne pas manquer ce mois-ci pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et bien d'abord les élections municipales, évidemment, ce sera les dimanches 15 et 22 mars. Allez voter, c'est important évidemment de choisir notre modèle de société. Et regardez bien, vous l'avez compris, qui se présente sur les listes. Entre ces deux dates, le 19 mars précisément, venez participer à cette conférence « Comment l'ESS façonne les territoires ». Ça se passe au Canot à Paris. Le lendemain, le 20 mars, ce sera la date limite pour postuler au prochain trophée parisien de l'économie sociale et solidaire, une date à ne pas rater bien sûr. Du 23 au 28 mars, ce sera la semaine de l'ESS à l'école pour faire découvrir l'entrepreneuriat collectif et les valeurs de l'ESS aux élèves. Si vous êtes un professionnel de l'économie sociale et solidaire, vous êtes invité à participer. Enfin, sachez que le fonds de dotation Asikia lance son premier appel à projet en faveur de la santé, de l'éducation et de l'égalité des sexes, date butoir le 31 mars. Voilà, Impact, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette émission vous a plu, je vous invite à adhérer à mediatico.fr pour 5 € par mois. Ça nous permet de soutenir notre indépendance éditoriale et de développer notre média. On compte sur vous pour être avec nous. D'ici là, pensez à votre impact et agissez.